à quoi je tenais, c'était en fait de tenir ensemble plusieurs des dispositifs aujourd'hui qui nous affectent dans les sciences sociales. Et j'avais le sentiment que très souvent, ces dispositifs étaient traités de façon très isolée, très saucissonnée. Certaines personnes écrivaient sur la science ouverte, certaines personnes expliquaient éventuellement les problèmes des formulaires de consentement ou de considérer a priori certaines populations comme vulnérables. Certains revenaient sur le RGPD et ainsi de suite. Et j'ai eu le sentiment quand même que c'était aussi la combinatoire de tous ces processus qui avait tendance, et de façon très lourde, à restreindre aujourd'hui l'espace de la recherche, l'espace de l'inventivité de la recherche en sciences sociales, et qui pouvait, et là je parle aussi d'un point de vue de sciences politiques, hein, et qui pouvait en plus être utilisé de façon à la fois tout à fait opportuniste et tout à fait toxique contre des enquêtes qui se trouveraient des adversaires puissants. Or, il se trouve qu'en sciences politiques, ça nous arrive quand même de travailler sur des acteurs puissants, hostiles aux sciences sociales, et qui auront beau jeu d'expliquer que tel formulaire de consentement n'a pas été signé, que telle recherche, on voit déjà hein, comment dans les mobilisations réactionnaires, l'argument de la neutralité axiologique est très souvent utilisé contre des sciences sociales à vocation ou à positionnement critique. Et j'ai eu le sentiment qu'on était quand même assez fortement menacés si on ne réfléchissait pas à ce qui est en train de se mettre en place, et je dirais à bas bruit et de façon décentralisée. Et c'est, me semble-t-il, hein, une des autres choses inquiétantes quand même hein, dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes ces choses qui nous arrivent, elles nous arrivent très souvent par un doctorant, une doctorante qui a besoin d'une signature d'un comité d'éthique, par quelqu'un qui, pour avoir un financement ou pour être publié, va avoir besoin d'une validation par un IRB. Si on a besoin d'une validation IRB en France, eh ben, il faut passer par l'INSERM. Ça ressemble énormément à ce fameux code de régulation du cinéma américain qui s'appelait le code Hayes, qui n'était pas du tout un code qui venait de l'État, mais qui était un code interne à l'industrie d'Hollywood, qui était très influencé, bien sûr, par les préférences politiques de ceux qui avaient conçu ce code, mais qui consistait à dire, pour que nos films circulent bien, eh bien, il vaut mieux également que comment dire, que les films n'aient à affronter aucune législation de tous les États fédérés américains. Donc, évidemment, pas de visée interraciale, pas de critique des autorités, rien. Bon. Alors, bien sûr, hein, on sait tous que la symbolique d'un train entrant dans un tunnel ou quoi que ce soit à Hollywood veut dire quelque chose d'autre qu'un train qui entre dans un tunnel, et on peut dire, oui, peut-être qu'il y aurait des façons de stimuler l'inventivité sociologique à partir de la contrainte, peut-être. Il me semble malgré tout que ça tue quand même tout un ensemble de façons de travailler, que ces formes de censure qui sont décentralisées. Finalement, l'interprète de la règle, c'est le bureaucrate d'institution, le délégué à la protection des données, le comité d'éthique d'une revue qui dit « vous n'avez pas le tampon du comité d'éthique de votre université ». Et donc, ça a quelque chose de très décentralisé qui circule dans des dispositifs, dans des formulaires qu'on se repasse, et qui est même pas quelque chose de vertical, mais quelque chose qui circule très souvent avec le financement contractuel de la recherche, face à des expérimentations qui ont été faites sur des Afro-Américains, sur des gens en institution psychiatrique, on n'est pas forcément indigné, bien sûr, du fait qu'il y a eu une régulation de la recherche biomédicale à l'égard des patients. Il y a une histoire tout à fait légitime de la protection des sujets de l'enquête du côté de la recherche biomédicale. Le problème, c'est quand ces normes-là en viennent à être appliquées sans réflexion aux sciences sociales, et qui plus est, que cette régulation-là est appliquée par des gens dans les établissements qui ne sont eux-mêmes pas formés aux sciences sociales, ou très peu, ou qui vont parfois être en sciences cognitives et qui vont avoir l'impression d'avoir une compétence élargie, bon, ou des délégués aux protections de données. Et ça crée des choses dangereuses, problématiques, et qui stérilisent la recherche. Du type, non, c'est pas bien de faire des entretiens en format boule de neige parce que les personnes ne sont pas libres d'accepter ou pas, et qu'elles risquent de subir la pression de la personne qui vous passe le contact. Rêver. Des gens qui, en études africaines, se font dire qu'il faudrait quand même donner des numéros de psychologues, de psychothérapeutes, si les enquêtés avaient été traumatisés par l'enquête. Je précise qu'il ne s'agissait pas d'une enquête sur des survivants d'un génocide, mais d'une enquête sur des participants à la classe politique et sur le syndicalisme. Bon, c'était quand même des remarques qui laissaient assez pensif sur ce que disaient ces régulateurs et régulatrices de l'éthique
du rapport à la psychologie, à la psychanalyse dans ce pays ouest africain. De la même façon, les formulaires de consentement peuvent produire aussi des effets très proches de ce que la lecture des effets secondaires d'un médicament peut produire avant de le prendre, c'est-à-dire que voilà, ça peut produire des effets très inquiétants quand on répète aux gens « vous pouvez à tout moment interrompre », on se dit que peut-être on est en train de dire des choses très lourdes et très graves. Quand on fait de l'ethnographie, on essaie quand même de se détacher le plus possible des situations scolastiques, abstraites, dans lesquelles on pose aux gens des questions formatées qui ne se sont jamais posées dans la vraie vie. Et on sait bien que quand on veut décrire correctement le monde social, il vaut mieux passer du temps avec les gens, se taire un peu, les écouter, plutôt que de leur dire vous avez le droit à tout moment de ne pas répondre à mes questions. Et donc, j'ai le sentiment que l'ethnographie en particulier, l'ethnographie réflexive notamment, est particulièrement menacée par ces formats qui, je le répète, touchent à la fois aux questions de sciences ouvertes, aux questions de formulaire de consentement, aux questions de RGPD ou à la codification un peu mal contrôlée de la déontologie. Si on veut faire de la science ouverte, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir passer des mois à anonymer le matériau qui n'était pas anonymé quand on faisait son enquête parce que, précisément sur ces carnets de terrain, on ne peut pas tout anonymer tant qu'on ne sait pas tout ce qui est pertinent. Qu'est-ce qui va rester? Sinon un corpus langagier, qui va avoir sans doute pas grand intérêt, en fait, à part pour les gens qui seront ravis de faire tourner des logiciels type NVivo et de faire de l'analyse de discours quali. Ce que je trouve également très, très inquiétant, c'est que ça produit donc tout un ensemble de formes de censure et d'autocensure, et de formes de censure et d'autocensure extrêmement décentralisées. Il me semble que ça produit des effets de cynisme entre ce qu'on dit qu'on fait et ce qu'on fait effectivement, qui d'ailleurs ont tendance aussi à rendre plus, comment dire, à invisibiliser le vrai travail moral qu'on fait par ailleurs dans les enquêtes. Parce qu'il ne s'agit certes pas de dire on n'en a rien à faire de l'éthique, de la protection des données, de la protection des enquêtés vulnérables. Mais, on se pose ces questions-là de protection des enquêtés, on se pose ces questions-là de la possibilité de la revisiter ethnographique, évidemment. On se pose quand même de plus en plus la question du consentement des enquêtés. Simplement, le consentement des enquêtés, souvent, il vaut mieux demander, c'est possible d'ailleurs, demander lors d'un enregistrement, si on peut enregistrer. Ça ne vous dérange pas que j'enregistre, c'est quand même plus fluide que de faire signer une feuille A4 expliquant qu'on a le droit à tout moment d'arrêter, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt chercher parfois certains des modèles de protection de nos enquêtes, de notre écriture, ailleurs, voire éventuellement du côté du journalisme, bon, c'est souvent un peu un jeu classique en sciences sociales que de dire uniquement du mal des journalistes et de leur manque de sérieux, mais il me semble que dans l'histoire quand même des sciences sociales, notamment de type ethnographique, il y a des affinités profondes avec certains types de démarches journalistiques de long terme. Il me semble qu'à minima, par exemple, réfléchir aux situations dans lesquelles il nous faudrait une protection des sources, c'est peut-être pas la panacée, mais en attendant qu'on arrive à ne pas se faire imposer n'importe quel type de régulation éthique, je pense qu'il faudrait arriver à faire entendre dans l'espace public cette problématique. Je pense aussi de façon plus générale que toutes les institutions qui produisent de la connaissance, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans des institutions qui produisent par exemple de la statistique, que ce soit du côté du journalisme, auraient peut-être un peu vocation à réfléchir ensemble à la défense de leurs intérêts. On laisse beaucoup de gens, à la fois des doctorantes, des doctorants, mais plein de collègues, très seuls face à des questions éthiques, à des questions sur la vulnérabilité, à des questions sur la mise en commun du matériau, qui sont des questions extrêmement lourdes et qui supposent, à mon sens, des réponses collectives. Des réponses collectives qui peuvent être de plusieurs types. On peut imaginer aussi bien des formes de désobéissance, plus ou moins publicisée, en disant non, là, je ne peux pas acquiescer à cette conception de la recherche qui est orthogonale à ma façon de faire du terrain, ma façon d'enquêter, par exemple. Qu'il faut passer son temps, à mon avis, notamment quand on est dans des institutions multidisciplinaires, à expliquer aux collègues d'autres disciplines les problèmes que ça pose. Il me semble ensuite qu'il faut
peut-être essayer quand même d'obtenir un amendement quelque part sur le secret des sources, sans forcément que ça soit utilisé par tout le monde tout le temps, hein, mais cette possibilité-là quand même du secret des sources, il me semble qu'elle devrait être préservée, sinon il y a des objets sur lesquels on ne pourra plus travailler, c'est évident. Et il me semble aussi que si on accepte de jouer un petit peu le jeu des comités, il ne faut pas que ces comités soient trop loin de nos savoir-faire disciplinaires. C'est au contraire au plus près des savoir-faire disciplinaires qu'il faut réfléchir à ces comités d'éthique. Et je dirais que même à l'intérieur d'un labo, c'est déjà pas évident. L'ethnographe n'aura pas forcément envie d'être régulé par le quantitativiste qui se pose la question des données sensibles d'une façon très différente, et vice-versa. Et que, en même temps, c'est vrai, les données identifiantes, c'est important, il y a plein de progrès à faire sur le cryptage, la protection des disques durs, les outils qu'on utilise, et ainsi de suite. Mais il me semble voilà, que créer des comités d'éthique à l'échelle des labos ou, disons, à l'échelle peut-être hein, des associations professionnelles, mais avec des systèmes peut-être d'opt-in, opt-out, en fonction des façons de travailler, hein, quanti, ethnographie, archives, et ainsi de suite, ça pourrait être quand même une protection considérable pour dire nous prenons en charge, mais prendre en charge, c'est pas forcément investir les institutions existantes, c'est dans certains cas les récuser. Bon, c'est pas à vous de réguler de cette façon-là nos recherches, mais de proposer de façon positive des façons d'envisager ces questionnements éthiques.